Ok, donc bonjour Benjamin. Bonjour. Donc on se retrouve pour la soutenance de votre projet numéro 7, donc portant sur la réalisation du réseau social pour l'entreprise Grupo Mania. Et donc je vous laisse la parole, nous présenter votre solution. Exactement, merci beaucoup. Donc là, je présente donc le réseau social pour Grupo Mania. Donc on va faire une introduction. Ensuite, on parlera de la maquette et on fera une démonstration. On parlera ensuite du code, donc basé sur HTML5 et Node.js, donc pour le front-end et le back-end. On parlera de la base de données, donc qui est sur MySQL. Pourquoi ce choix? Et je donnerai également des axes d'amélioration. Donc l'introduction, donc vraiment 100% satisfaction du client. La présentation vraiment simple et fonctionnelle, c'est ce qui était demandé. Ensuite, pour la création du compte, il fallait une création du compte optimisé et suppression de comptes possibles. Et ensuite, les publications de photos et de textes avec interaction. Donc la maquette, au début, donc on a bien repris les couleurs de l'entreprise, Grupo Mania, avec insertion du logo. Donc là, par exemple, c'est pour le login. Donc le login, juste l'email, le mot de passe, se connecter. L'inscription, donc vraiment simple, on a nom, prénom, email, mot de passe, se connecter, toujours en respectant la palette de couleurs de l'entreprise. Après, pour l'accueil, donc les posts, là, ce qu'on a mis en avant, c'est surtout l'image en avant, parce que c'est ce qui parle le plus, les titres, description, et surtout en haut, le nom de la personne et la date du post. Donc, possibilité de modifier ou suppression d'un post, et modification et suppression d'un profil. Voilà pour la maquette. Donc, démonstration, donc le mieux, c'est de voir ça en direct. Donc, on va regarder immédiatement. Donc, voilà. Donc là, on va directement s'inscrire. Donc, on retrouve à chaque fois le logo, se connecter ou s'inscrire. Donc, on va mettre un prénom, un nom, une adresse mail. Voilà. Et un mot de passe. On s'inscrit. Alors, je regarde. OK. Alors, je reviens sur le site. Alors, donc l'email, le mot de passe. Voilà. Ah, alors attendez, on va essayer de se connecter. Je ne sais pas pourquoi ça... Alors... Hop. Voilà. Bon, il faudra que je regarde ça, pourquoi la connexion, enfin l'inscription ne fonctionne pas. Le login, là, ça fonctionne. Donc, on voit bien donc, le nom de la personne avec la date en haut des postes, l'image mise en avant, le titre, la description, avec l'interaction possible, donc le pouce. Donc, on peut liker ou ne pas aimer. Donc, voilà. Modification des postes avec le petit crayon ou alors suppression des postes. Donc là, par exemple, on peut, si on veut, ajouter un poste. Donc, alors, c'est passé et tout. Alors,
Donc là, on peut… Voilà, je partage. Et donc là, on retrouve bien le titre, la description, le nom de la personne et toujours la date. On peut modifier, donc en mettant par exemple j'aime Matrix. On modifie et ça a bien modifié j'aime Matrix. Après, on peut supprimer, donc on clique sur la poubelle, c'est supprimé. Après, on peut modifier le profil si on veut en changeant le nom, le prénom. Donc, on va mettre par exemple, on modifie le profil. Donc, ça indique que c'est modifié. Et donc, on voit là, ça a été modifié. Et si on veut, on peut supprimer le profil avec le petit bouton en bas, supprimer le profil. Et donc, là, on revient à la page d'accueil directement. Voilà pour la présentation. Alors maintenant, le code. Donc, le code, c'est le cœur du… Alors, l'infrastructure du réseau en front-end, donc c'est HTML5. Ensuite, le back-end, c'est Node.js. Et la base de données, c'est MySQL. Donc, pour le front-end, il y a un fichier CSS, 7 fichiers JavaScript et 6 fichiers HTML5. Donc, pour le HTML5, il est divisé vraiment en 4 parties. Premièrement, le end. Donc là, c'est classique, c'est tout ce qui est favicon, titre, description et lien vers le CSS. Ensuite, le header. Donc, le header, en fait, c'est tout simplement la barre de navigation, le menu de navigation. Le main, c'est en fait le corps du site, c'est où on retrouve le formulaire de login, les posts. Et en dernier, tout en bas, c'est les liens vers les fichiers JavaScript. Donc, pour le CSS, donc là, j'ai repris les couleurs de l'entreprise. C'est là on retrouve les couleurs de l'entreprise. Donc, je n'ai pas trouvé utile de faire un fichier CSS par page pour ne pas alourdir en fait le réseau social, pour qu'il soit plus fluide. L'application web est également responsive grâce aux Media Queries. Donc, toujours en front-end, le JavaScript. Donc, pour communiquer avec le back-end, j'utilise Axios, qui est un package de Node.js. On récupère directement les tokens du headers. Donc, voilà. Et aussi un package de Node.js qui est très intéressant, que j'utilise, qui est moment.js et qui permet en fait d'horodater chaque post. C'est pour ça qu'on retrouve bien la date et l'heure. En front-end, donc toujours JavaScript en index, là, on retrouve vraiment toute la structure HTML du post, avec l'image, le titre, le bloc titre, le bloc description. Voilà, ça, c'est vraiment la structure du post. Ensuite, on a la partie suppression du post, donc avec le bouton Delete. Et on retrouve aussi le logo. La modification du post, donc là, on retrouve aussi modifié. Hein. Et la création du like. Et après, tout se fait avec un envoi via Axios directement au back-end. Donc là, front-end, donc deuxième exemple de JavaScript, single post, c'est la modification des posts. Donc, récupération du formulaire donc du HTML au départ, recherche de l'ID associé au post et de le définir en fonction du token dans les headers, modification du post avec une mise en attente avec event.preventDefault avant récupération des données. Parce que si on envoie tout de suite, ça ne va pas fonctionner. Il faut d'abord récupérer les données. Envoie des données au back-end avec un retour à la page d'accueil et ensuite la suppression du post en indiquant au back-end puis retour à la page d'accueil. Alors, maintenant le back-end.
il y a vraiment 5 parties dans le back-end. App.js, donc c'est ce qui définit les routes et les headers. Le dossier route, donc c'est ce qui définit le chemin vers le CRUD. Sequelize, donc c'est config.js, lui, ce petit fichier correspond aux paramètres de connexion et modèle aux tables de la base de données. Ensuite, contrôleur, ce dossier, en fait, c'est vraiment le code, hein, et ça explique vraiment qui fait quoi. Et les middleware, c'est un petit peu un fichier à part, ce sont les autorisations et la gestion des formats d'images. Donc, app.js. Donc, premièrement, vraiment, importation des packages de Node.js, donc qui est Express, Body Parser et Pass. Ensuite, définition des cores pour pouvoir communiquer entre les deux, entre le back-end et le front-end via le navigateur. Gestion des principaux chemins de l'API, donc user, message, like et image. Alors, les routes. Il y a 3 principales routes, hein, like, message, user. Importation toujours des packages de Express et des routes pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Définition des chemins avec ou sans autorisation. Donc, certains chemins sont avec autorisation. On peut voir, il y a marqué par exemple au milieu, par exemple sur message au milieu, on peut voir pour post, c'est marqué message /new, virgule haute, autorisation. Là, il y a une demande d'autorisation qui est faite pour créer un message. Alors, pour Sequelize, dans le dossier config, comment ça se passe? Définition des paramètres de la base de données. Donc, username, le nom. Donc là, par définition, c'est root pour MySQL. Le mot de passe, comme c'est pour l'instant, c'est un projet, ce n'est pas définitif, c'est laissé vide par défaut. Le nom de la base de données, c'est P7 Open. Alors, Lost, ça peut être, pour l'instant, c'est localhost, mais ça peut aussi être une adresse IP locale. Et le type de la base de données, comment il parle, là, c'est MySQL. On utilise MySQL. Alors, Sequelize, donc, dans Models, Index. Donc, l'index, en fait, c'est vraiment les paramètres de Sequelize pour traiter tout ce qui est base de données. Alors, pour Sequelize, il y a migration et modèle. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Migration, c'est création des tables par Sequelize, mais avec un système d'écriture et de suppression, up et down. Par contre, modèle, ça définit les tables avec une interaction entre les différents modèles. Par exemple, message et user ont une interaction avec like. User a une interaction avec message par l'utilisation de .associate et belong to many. Voilà. Donc, le contrôleur, donc le dossier contrôleur, c'est vraiment tout ce qui est le code en dur. Donc là, le CRUD, donc là, pour commencer, CRUD, c'est create. Donc, importation des packages. Ensuite, création du message avec la fonction toujours request et result. Définition des tokens, récupération du titre et de la description du message, vérification si les champs sont tous remplis, et sélection du user en fonction de l'ID avec find by pk, et création du corps du message. Donc là, toujours dans le dossier contrôleur CRUD, mais read, donc sélection des messages en fonction de request et result, définition des éléments régissant les postes comme l'ordre, la limite, sélection du user en fonction de l'ID avec find by pk, création de l'ordre décroissant en fonction de la date de la base de données, create AT, détection si l'user est admin ou pas, et si l'user est admin, les données data value sont modifiables.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le code ou… Oui? OK. Oui, c'est bon. OK. Donc, là, pour toujours contrôleur CRUD update. Donc, modification des messages avec toujours request et result. Définition donc des paramètres en fait du poste, ID, titre, description. Sélection du poste en fonction de l'ID. Donc là, avec FinByPK, mais params ID pour récupérer les identifiants. Et confirmation de la modification avec le statut 200. Donc là, pour delete, donc, suppression du message avec delete post, identification du message à supprimer donc, avec params ID, sélection du poste en fonction de l'ID avec FinByPK et suppression des images en même temps liées au message. Alors, middleware. Donc là, Multer, à quoi ça sert? Donc en fait, ce package, c'est ce qui gère un petit peu tout ce qui est image. Donc, appel du package Multer. Ensuite, définition des MIME types acceptés. Donc là, par exemple, ce que la base de données va pouvoir accepter comme type d'image, c'est donc JPG, JPEG, PNG, voilà. Mais par exemple, si quelqu'un veut envoyer une vidéo, là, ça ne sera pas possible, ça sera bloqué automatiquement. Ensuite, destination du stockage des images. Là, ce qui a été décidé, c'est de stocker directement un disque dur, sur le disque dur. Avec disque storage, création d'un nom de fichier image unique et remplacement des espaces par des underscores, des tirés le 8. Alors, pourquoi unique? C'est parce qu'en fait, on va mettre la date avec. Et comme ça, chaque image sera unique. Alors, back-end, toujours, autorisation. Alors, là, on va appeler le paquet JSON Web Token de Node.js. Sélection du token dans le header. Et ensuite, décodage du token. Vérification si la clé de user ID est la même. Donc là, c'est vraiment la vérification, le décodage. Alors que dans le dossier utils, là, on appelle également le package JSON Web Token. On définit la clé, vérification, donc si l'user n'est pas admin. On définit également la validité, la durée de validité de la clé. Donc là, on a défini 24 heures. Et création du token. Donc là, c'est vraiment la création du token. Alors, la base de données. Donc là, la base de données choisie, c'est MySQL. Alors, pourquoi? Parce qu'on est maître des données, facilité d'utilisation et pour la sécurité. Alors, les données, l'avantage d'utiliser donc MySQL, c'est que vous conservez les données au sein de l'entreprise. À contrario, vraiment des bases de données en cloud comme MongoDB, où là, on ne sait pas trop où ça va, les données. L'utilisation, MySQL, c'est vraiment un système qui a fait ses preuves. Il est robuste et facile d'utilisation. C'est également un système qui répondra à vos attentes pour gérer tout ce qui est côté administrateur. Ensuite, la sécurité. La sécurité, c'est vrai que c'est un des premiers systèmes qui a attaqué MySQL, il faut le savoir. Par contre, on peut contrer ces attaques. Là, par exemple, je vous ai donné un exemple contre les attaques, entre l'impossibilité d'indiquer point d'exclamation, or 1 égale 1, ça, c'est bloqué. La personne ne peut pas le rentrer pour lui. Donc, de toute façon, il ne pourra pas accéder aux data. Alors, les axes d'amélioration. Donc, l'avantage d'un réseau social, on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, premièrement, ce qui était défini dans le cahier des charges, c'était une facilité de connexion. Ce qu'on peut faire, donc, dans un second temps, c'est aussi l'enregistrement en un clic. Donc là, l'utilisateur donc, arrive sur l'application, il clique
directement sur le sign-in et nous, on récupère les mêmes informations sur la base de données, donc directement sur SQL, et après, redirection directement sur le réseau social de l'entreprise. Alors, deuxième axe d'amélioration, ça c'est intéressant, création d'un persona. Alors, c'est vrai que comme le projet en fait était prévu pour régler des conflits, là, la création d'un persona, c'est la clé. Donc, amélioration de la productivité et connaître le profil type. Alors là, pour valoriser les collaborateurs, avec les données récoltées lors de la mise en place du réseau social, il faudra créer un persona. Donc, ça permettra, les avantages vraiment qu'on pourra en tirer, c'est identifier les sources de conflits, améliorer la collaboration entre les services, identifier le profil type de l'employé et en même temps motiver les collaborateurs puisque en fait, avec le réseau social, on pourra connaître leurs attentes, ce qu'ils aiment. Alors là, un exemple, par exemple, de persona. Donc, il y a 6 catégories. La motivation, la personnalité, comment est l'employé type, les buts qu'il souhaite, ses différentes frustrations, les réseaux sociaux qu'il utilise et ses hobbies. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour… Oui, merci beaucoup déjà pour la présentation. Et, bon, la première question, je pense, c'est par rapport au front-end. Donc, pourquoi être parti sur un Vanilla JS plutôt que d'utiliser un framework pour réaliser le front? Alors, en fait, au début, j'étais parti sur on était parti sur React.js, donc qui me paraissait un framework tout à fait à la fois souple et quand même robuste, mais une contrainte de temps. Il a été préférable de choisir quelque chose de plus efficace et plus rapide. C'est surtout ça, en fait. Ok, d'accord. C'est surtout le temps. Oui, ça se comprend, oui. Et que si vous, c'est pas évident de les prendre en main en si un peu de temps. Oui. Après, les frameworks, ça, il y en a, c'est vrai qu'il y en a plein. Il y a, voilà, React, il y a Angular. Oui, Vue.js aussi, je pense il est plus facile à prendre en main en tout cas que React et Angular. C'est vrai? Ouais. Après, voilà, moi j'étais parti sur React et quand j'ai vu que je perdais du temps sur le framework, j'ai préféré aller au plus efficace. Mais après, on peut changer le HTML bien sûr. en React, hein, c'est pas définitif. Oui, effectivement, c'est toujours possible, oui. Ok. Aussi toujours au niveau du front comme pour les échanges avec l'API, pourquoi vous avez préféré utiliser Axios plutôt que Fetch ou un autre XML HTTP request? Alors, j'aime bien travailler j'ai plutôt une préférence aussi pour le back-end que pour le front. Donc, Axios, je connaissais un petit peu, je connaissais déjà. Donc, c'est une question de préférence, hein, tout simplement. Hein, voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire des appels Ajax. Voilà, c'est uniquement une question de préférence. Mais voilà, après, c'est le résultat, je dirais. Voilà. Des appels Ajax traditionnels, comme voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça alourdit de mettre en front Axios? Non, du tout. C'était juste pour histoire de voir qu'est-ce qui vous a poussé à l'utiliser. Parce que je sais qu'avec React, souvent on utilise Axios souvent avec React. Donc,
Voilà, voilà. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de travailler à fond le framework. J'ai eu 1 mois donc pour faire le projet. Ok. D'accord. Euh, mm, mm, mm. Au niveau du back-end, donc là-bas, je vois Oui. que dans la définition des routes, en tout cas, toutes les routes dans le message ils requièrent tous le middleware d'authentification. Mais par contre, au niveau des routes du user pour la partie profil, donc là-bas, il n'y a pas de nécessité d'utiliser le middleware d'authentification. Est-ce un oubli ou est-ce que vous l'avez conçu tel Non, parce que comme ça? en fait, pour le profil, c'est ça? Oui, pour la mise à jour, la suppression du profil, dans toute cette partie-là, il n'y a pas de nécessité de fournir le token. En fait, je sais que pour login et register, si on met une autorisation, automatiquement, plus personne pourra se loguer ni s'enregistrer. Ça, c'est Ouais. sûr. Après, pour le profil, là, c'est une bonne question. Alors, pourquoi j'ai pas mis alors, je regarde get user, update, delete. Non, parce que normalement, il n'y a pas. Pour tout ce qui est user, normalement, on met pas d'autorisation. Bon, pour le login, pour le login et l'inscription, il n'y a pas besoin d'autorisation. Mais normalement, pour tout ce qui est lié au profil, la page de profil, la suppression ou mise à jour du profil, idéalement, il faut bien ajouter la nécessité de valider le token. Ok, je le note. Autorisation. Et là, je pense qu'au niveau de votre front, bon, on peut accéder à toutes les pages, bon, même si on n'est pas connecté. Je pense normalement, l'idéal, ce serait peut-être d'ajouter une vérification s'il n'y a pas de token qui est présent, par exemple, rediriger l'utilisateur sur la page de connexion. Et là, au Donc, niveau du front, là, oui, au niveau du front, en tout cas, on n'a pas cette fonctionnalité. Parce que là, bon, là, je ne me suis pas connecté, mais si je vais sur le fichier, mon profil, bon, il m'affiche le formulaire, bon, même s'il n'y a pas de données. Et donc, même si pour un poste, par exemple, aussi, oui, on peut accéder à un poste aussi. C'est mon profil. Ouais. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Non, ça. Si je mets mon profil, par exemple. Si je mets mon profil, par exemple, j'étais à mon profil. Là, mon profil.html, ça me renvoie automatiquement sur le login. Ah, attendez. C'est dans JS, mon profil, dans le front-end. C'est là, en fait. Il voit que si, ici, delay, non. Ici. Voilà, si ce n'est pas connecté dans profil, s'il n'est pas connecté avec là les autorisations, du coup, login. Attendez, est-ce que là, de mon profil.html, bizarre. De mon côté, je n'ai pas de redirection. Attends, je vérifie. Est-ce que j'ai pris la dernière version?
Ah, ok, oui, je vois pourquoi. Oui, c'est bon. Voilà, c'est que j'ai déplacé en fait Oui, le. oui, j'ai retrouvé la ligne, oui, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne bien comme attendu, oui. D'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord, on aurait pu gagner quelques lignes de code en mettant juste autorisation Oui, oui, dans le backend. oui. Oui, dans le backend, Voilà, oui, ça aurait. Oui. on Et aurait gagné. aussi, peut-être aussi, bon, peut-être aussi au niveau du front, donc gérer, mettre ça dans une fonction et du coup, cette fonction soit appelée sur chaque page avant d'exécuter les autres fonctions que vous avez dans les fichiers JS. C'est-à-dire que ce soit OK. une fonction qui est dédiée uniquement à vérifier quand on appelle une page HTML, il vérifie s'il y a un token et donc une session active. Si tel n'est pas le cas, il fait la redirection. Et sinon, bon, OK. à peu près la même chose qu'on a dans le back-end. Oui. OK. Parfait. Sinon, au niveau du back, oui, donc bon, là-bas aussi, c'est bon, c'est en ordre. Donc, peut-être ce qui aurait pu être bon, rajouté, bon, pour le JWT, bon, j'ai bien aimé la modification du code par défaut. Et je pense qu'il serait bien aussi soit de le mettre dans les paramètres de configuration ou bien le mettre dans les variables d'environnement. Dans Utils ou des. Oui, le JWT sign token. Vu que, bon, parce que là on le retrouve aussi sur le dépôt Git. Et donc, dans l'idéal, je pense qu'il serait préférable de ne pas le versionner, vu que c'est une donnée qui est sensible. Ah oui, le mettre Ouais. avec, par exemple, le Ouais. package Oui, .env. dans le .env, oui. Voilà. Après, c'était surtout voilà, pour le projet, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est pareil pour config.json. Oui, pour config.json Normalement, aussi, bon, oui. voilà, on peut mettre la même chose que .env .env, en mettant directement dans l'environnement les données pour plus de oui. sécurité. C'est Ouais. possible aussi. Ouais, ça aurait été idéal, ouais. Je suis d'accord. Ouais.